nationale, ce qui permet une couverture de l'ensemble des zones, y compris les plus reculées. Merci Yves Boulou, on y reviendra dans le débat. Je rappelle, vous avez des micros dans la salle pour que vous puissiez intervenir, poser vos questions, nous faire part aussi de vos témoignages sur les réalités vécues dans vos territoires. Mais on retient aussi dans ce débat la nécessité d'approfondir, de mieux mépriser ces méthodes et puis d'éviter les espoirs déçus, vous l'avez dit. Alors, important. Bonjour à tous, nous interrompons nos programmes pour nous rendre tout de suite à l'Elysée où Nicolas Sarkozy répond en ce moment même aux maires de France. Le chef de l'État leur a présenté ses excuses ce matin pour son absence au congrès des maires qui a eu lieu cette semaine. Voilà, tout de suite on retrouve Nicolas Sarkozy. C'est possible. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Et tout est une logique, on a fait la réforme des ports. Parce que franchement, le trafic conteneur augmentait dans le monde, diminue en France. À quoi sert-il à la France d'avoir la façade atlantique, la Manche et la façade méditerranéenne, si les conteneurs viennent se déverser à côté de chez nous? Mais une fois qu'on a fait la réforme des ports, on a fait la réforme du fret SNCF. La moyenne du fret SNCF était de 13 km/h. Je n'insulte personne en disant ça, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que sur les sillons, on donne toujours la priorité au TER, sur le fret ferroviaire, tout le monde le sait. Mais la réforme des ports sans fret ferroviaire, et vous voulez pas plus de camions sur vos routes ou dans vos villages, ou dans vos villes. Ça n'a pas de sens. Pareillement, cette année, enfin l'année 2010, pour la première fois depuis 25 ans, il y aura 4 chantiers TGV en même temps. 4. Là où il n'y en avait qu'un. Moi, j'inaugure des tronçons de TGV qui ont été promis il y a 28 ans. Est-ce que c'est raisonnable, ça aussi? Est-ce que c'est possible de continuer comme ça? Si on veut faire le TGV, on dit oui et on le fait. Si on ne veut pas le faire, on dit non et on ne le fait pas. Mais on arrête de le promettre et le faire pour dans 28 ans. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas un pays moderne qui fait ça. Regardez, on dit Strasbourg, la capitale de l'Europe. Parfait. Et c'est avec François et Jean-Louis Borloo, nous avons signé pour les derniers 100 kilomètres, n'est-ce pas, du TGV Est. Ça fait combien de temps qu'on attend le TGV Est? Alors, parfait, 83. Ça fait 26 ans qu'on l'attend. Heureusement qu'on a institué Strasbourg comme capitale de l'Europe. Qu'est-ce que ça aurait été si on n'était pas pressé? Non mais, excusez-moi de dire ça, mais quelle est notre crédibilité vis-à-vis de nos voisins quand on se conduit comme ça? Alors on dit, tous les discours enflammés, de gauche comme de droite, le Parlement ne quittera pas Strasbourg, le Parlement ne quittera pas Strasbourg. Ben, la meilleure façon pour qu'il ne quitte pas Strasbourg, c'est qu'il y ait le TGV. Et j'affirme que ce n'est pas un problème que d'investir et de s'endetter pour faire un TGV, parce que c'est un capital, parce que c'est un actif, et qu'il vaut mieux s'endetter pour faire des actifs et des investissements que pour payer des dépenses de fonctionnement. Bon, eh bien, la réalité, elle est quand même là. C'est que le TGV Est, on vient de décider les 100 derniers kilomètres, c'était pas fini. Voilà ce que je voudrais faire comprendre, et qui créera d'ailleurs le climat de confiance entre nous, et qui ne peut plus continuer ainsi. Alors, pareil, quand on décide de mettre de l'argent, oh là, la bagarre pour se mettre d'accord sur le trajet. Alors, à peine avais-je dit qu'il fallait mettre le TGV sur Paris, Le Havre, que immédiatement la bataille où doit être la gare à Rouen. Et chacun d'avoir son idée. Et allez, 10 ans de plus à discuter. Voilà la réalité que nous ne voulons plus. Nous n'en voulons plus. Parce que ça, Jacques et Gérard, ce n'est pas de l'autonomie pour les élus. C'est une absence de responsabilité collective qui fait que comme on n'assume pas ses responsabilités et on n'est pas capable de choisir, on donne la parole et le pouvoir de blocage à celui qui hurle le plus fort au détriment de l'intérêt général. Eh bien ça, c'est pas de la démocratie locale, et ça, malheureusement, il n'en faut plus. Et nous sommes décidés à y mettre un terme. Franchement, et ainsi pour tout, le canal Seine-Nord. Pardon, je devrais pas... C'était pas dans la question, mais c'est vraiment ma réponse. Le canal Seine-Nord, depuis le temps que j'entends dire que le transport fluvial doit être une priorité,
Depuis le temps que j'entends le dire. Ça fait 25 ans qu'il n'y a pas eu un centime mis dans le canal, dans quelques canaux que cela soit en France. Nous venons de décider, dans le cadre du Grenelle d'environnement, de le faire. Est-ce que c'est pas du sens, alors que la France est au cœur de l'Europe, de se brancher à tout le système de canaux qui existe dans les pays qui sont au nord de la France et à l'est de la France? Voilà ce qu'on veut changer. Est-ce que vous comprenez que pour moi, ce n'est pas une question de tempérament? C'est une question de prise de responsabilité dans le monde moderne. Dans le monde moderne, la démocratie, c'est qu'on s'explique, qu'on s'écoute et qu'on décide. Et quand on décide, il y a forcément des gens qui ne sont pas contents et d'autres qui sont contents. Eh bien, si on n'est pas content, au moment des élections, on change, y compris de président de la République. Mais on arrête de faire comme si écouter, c'était refuser de décider. Vous-même, dans vos communes, je sais bien comment ça se passe. Quand vous décidez du parc-mètre, quand vous décidez un équipement, quand vous décidez des travaux, vous vous faites régulièrement insulter au moment des travaux, et au lendemain des travaux, au moment de l'inauguration, ceux qui ont le plus crié contre les travaux sont les premiers à goûter vos petits fours. C'est pas vrai? Bon. Allons. Et à la minute où la polémique a cessé dans vos communes, à la minute, on vient vous dire, mais pourquoi il n'y en a pas plus? Bon, c'est pas vrai que ça se passe comme ça? Eh bien, la France est exactement comme toutes vos communes, sauf que c'est un peu démultiplié. Bon, voilà. Et je pense que notre premier problème, Jacques et Gérard, notre premier problème, c'est en vérité une peur de la décision et de la responsabilité. Et y compris les élus, qu'est-ce qui vous rend, ça agace au plus haut point? C'est qu'il n'y a pas de réponse. C'est qu'on ne sait jamais. C'est comme tout le monde est responsable, vous allez dans un bureau, vous croyez avoir convaincu, ah ben dit, mais oui, mais non, le département est d'accord, mais la région pas d'accord. Allez. Ah puis la région du monde, c'est l'État. Et puis il y en a mais pour les gens, on est dans le même sac tous. Vous comprenez bien? Et c'est pour ça que c'était ridicule, cette espèce de petite campagne politicarde. Parce que pour les gens, qu'ils soient élus nationaux ou départementaux, nous sommes les mêmes. Vous savez, les gens, ils sont exaspérés par tout cela. Et ils ne veulent pas de notre petite guerre. Ils veulent un système efficace, où les gens décident et assument leurs responsabilités. Voilà ce qui est en cause. On vous écoutera, mais on ne laissera pas une minorité bloquée, y compris lorsqu'il s'agit de constituer une métropole. Sinon, c'est pas possible. C'est la prime donnée à celui qui veut le moins bouger. De même façon que le principe de précaution, auquel je crois par ailleurs, mais ça va parfois trop loin, la prime est donnée à ceux qui font le moins, qui prennent le moins de risques. Dans vos communes, tout est organisé. Il faut alléger tout ça, les contrôles de légalité, Brice et toutes ces choses-là, parce que plus personne ne fait rien. Plus personne ne fait rien. Pareil pour le droit de l'urbanisme. Pareil, nul n'est censé ignorer la loi. Vous pensez, hein? Chaque commune est entourée d'une équipe d'avocats extraordinaires pour savoir si vous avez le droit de faire un équipement, moyennant quoi on préfère faire souvent des choses qui sont pas belles, mais qui font qu'on prend pas de risque, plutôt que des choses un peu innovantes qui feraient prendre un risque, où on vous traîne devant les tribunaux pour vous demander des comptes. Là aussi, trop de lois tue la loi. On doit avoir un système beaucoup plus raisonnable, c'est ce qu'on essaye de faire. Je vous annonce d'ailleurs que dès 2011, nous reverrons systématiquement les réformes que nous avons réalisées, de façon à voir là où on s'est trompé, ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut amodier, ce qu'il faut améliorer. Parce qu'en France, on se bat pour une réforme, une fois qu'elle est faite, on n'en parle plus. On se bat pour un avantage fiscal ou une disposition fiscale, une fois qu'elle est votée, on n'en parle plus. Je crois qu'il faut au contraire revenir, évaluer, décider ce qu'il faut supprimer, ce qu'il faut poursuivre. Allez-y. Pierre-Henri Clémignan, président délégué de l'Assemblée des communautés de France. Je voudrais revenir, Monsieur le Président, sur la question des métropoles. Je pense que prendre en compte le fait urbain est une chose essentielle et le gouvernement a eu raison d'instituer ces métropoles.
il y avait en fait deux grandes familles de solutions, soit rester aux métropoles millionnaires, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, à ce moment-là avec des systèmes très intégrés, où il y avait en fait sur le territoire de la métropole une fusion région-département, et une intégration totale avec une nouvelle collectivité locale. Et deuxième solution, celle que vous avez choisie et qui me paraît plus raisonnable, c'est-à-dire élargir quelque peu le champ des métropoles avec un système plus souple d'établissement public. Simplement, les effets de seuil sont souvent gênants. Et le seuil de 450 000 habitants, il apparaît quelque peu plaqué sur une réalité très différente des métropoles françaises. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être assouplir les critères, les multiplier? Par exemple, une métropole qui a une université, une métropole qui a des centres de recherche, une métropole capitale régionale. Est-ce que le seuil de 450 000 habitants a à ce moment-là un sens? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit package de critères dans lequel on pourrait évidemment pouvoir avoir plus de souplesse, bien sûr dans la mesure où vous avez souhaité que ces métropoles soient sous le signe du volontariat. Mais à ce moment-là, si on a ce système de métropole intégrée, il faudrait aussi revisiter le système des communautés urbaines, parce qu'il serait quelque peu absurde d'avoir un critère de 450 000 habitants pour avoir une métropole et 500 000 habitants pour avoir une communauté urbaine qui est moins intégrée que la métropole. Et donc je pense qu'il faudrait revisiter l'ensemble de ces seuils pour vraiment développer les métropoles dont nous avons besoin pour structurer l'espace urbain. Bonne pioche. On passe notre temps dans les campagnes à dénoncer les seuils et les effets de seuil. Et on crée un seuil, c'est vrai. Simplement, vous comprenez aussi qu'il faut quand même que ce soit une métropole. Parce que si c'est pas une métropole, pourquoi lui en donner le statut? Donc, sur le seuil des 450 000, on n'est pas bloqué, on n'est pas figé. La vérité, c'est quand on y a réfléchi, on a mis à 450 000 parce qu'on s'était dit ça nous permet de prendre Strasbourg, hein, par le sous-contrôle du ministre. De Grenoble. Voilà, Grenoble. On pensait déjà, nous, qu'en mettant à 450 000, on avait baissé beaucoup pour permettre d'accueillir ces métropoles-là. Bon, mais si dans le cadre du débat au Sénat, il y avait des amendements pour un nouveau seuil, pourquoi pas, mais je pense quand même que vous serez obligé d'en mettre un de seuil. Bon, je ne veux pas fâcher le Sénat et l'AMF parce que l'AMF n'est pas absolument pour... Enfin bon, n'appuyons pas sur l'accélérateur. La réponse, c'est oui pour une discussion sur les seuils. Oui, oui, bien sûr. Monsieur le Président, merci de nous recevoir. Hervé Pronon, je suis maire d'une commune périurbaine à côté de Clermont-Ferrand. Je voudrais simplement vous parler de péréquation et je vais justement pas prêcher pour ma chapelle. Simplement, donc, nous, dans l'agglomération clermontoise, nous avons 600 000 habitants dans le département et 300 000 dans l'agglomération clermontoise. Nous représentons 70% de la richesse du département. Et les gros problèmes, et le problème de fond de votre réforme est plutôt posé par la ruralité qui se dit demain, nous, ruralité, nous ne pourrons pas survivre. Autant nous, dans l'agglomération urbaine, nous avons une économie, nous avons une dynamique, vous l'avez cité, vous l'avez dit. Mais autant dans la ruralité, aujourd'hui, je discutais avec un maire hier, un collègue du monde rural, il a 100 habitants, il a 100 000 € de budget de fonctionnement. Donc dans cette réforme, un des points centraux ou le point clé, et vous l'avez dit aussi, c'est attention, essayez avec la péréquation de redonner de la richesse à nos campagnes, parce que ce sont eux, ces élus locaux, qui aujourd'hui tiennent le tissu de la France, de l'État auquel vous êtes attachés, et c'est eux aujourd'hui et demain qui défendront cela. Nous, dans les communautés urbaines, on s'inquiète un petit peu, on fait de la politique, mais sur le fond, c'est la ruralité qu'il faut défendre. Et je suis pas d'accord sur un point tout à l'heure, simplement, à ce que vous avez dit, Monsieur le Président, c'est que quand on a un mauvais président, on doit en changer, c'est l'inverse. On doit le garder avec votre dynamisme et votre volonté. C'est vous qui défendrez la France. C'est sympathique, mais quand j'ai dit qu'il fallait changer de présidence, c'était pas de moi forcément que je pensais en premier. François, tu réponds ? Oh. Bon, naturellement, on ne va pas, avec cette réforme, complètement bouleverser les équilibres et faire en sorte que les communes rurales deviennent plus riches que les communes périurbaines qui l'étaient déjà beaucoup. Mais on va améliorer la situation des communes rurales. C'est-à-dire que vous constaterez, lorsque la réforme se mettra en œuvre, que les communes rurales
bénéficieront de cette réforme parce qu'il y aura plus de péréquation que dans le système actuel. Et c'est d'ailleurs ce qui est très étrange dans le discours que j'entends depuis plusieurs semaines pour le maintien de la taxe professionnelle comme elle est. La taxe professionnelle comme elle est très injuste en termes de répartition sur le territoire, et nous le savons tous. Et d'ailleurs, nous avons tous essayé d'inventer des systèmes pour la partager, la taxe professionnelle unique dans les communautés de communes, et partout il y a des résistances, parce que ceux qui ont des grosses taxes professionnelles veulent les garder, c'est normal, et ne veulent pas les partager. Alors, je ne dis pas que le système va complètement changer, mais il sera plus équilibré en faveur des territoires ruraux, puisqu'on a maintenant une clé de péréquation qui est une clé efficace, que le président de la République a décrit tout à l'heure sur l'idée qu'on va affecter l'impôt en faveur de la valeur ajoutée qui est produite dans les communes et introduire une péréquation supplémentaire. Alors, c'est le débat du Sénat qui nous dira dans quelle proportion cette péréquation est possible. J'entends déjà naturellement les communes les plus riches qui commencent à dire attention, pas trop de péréquation. Mais enfin, il en faut un peu parce que le système est injuste et jamais les territoires ruraux ne pourront se développer s'ils n'ont pas des moyens pour le faire et s'ils ne se mettent pas en communauté pour réaliser des investissements qui soient des investissements significatifs. La clé de la question de la ruralité, elle est quand même beaucoup dans une meilleure affectation des moyens pour permettre à la ruralité d'investir pour se développer. Merci François. Monsieur le Président de la République, vous l'avez dit vous-même, la République dans son ensemble, c'est-à-dire la République des villes et aussi la République des champs. Et je vais parler au nom de la République des champs, si vous le permettez, en tant que président de l'Association des maires ruraux de France. Je partage le diagnostic que vous avez fait tout à l'heure, l'analyse, mais j'ai un petit problème, c'est que je ne trouve pas la traduction dans le projet de loi sur la réforme des collectivités, ni dans celui de la taxe professionnelle. Je parcours ces dernières semaines les départements, je participe aux assemblées générales de maires ruraux, et je me dois de vous dire la grande inquiétude de nos collègues, parce que, non pas parce qu'ils n'ont pas compris, mais parce qu'ils ont décelé dans le texte, je pense à celui des collectivités territoriales, un processus de concentration. Et toute la dimension de proximité, qui est une valeur qui nous est chère, petit à petit s'estompe vers justement cette forme de concentration. Alors, si, comme vous l'avez dit, l'échelon communal n'est pas remis en cause, il faut que dans le texte, les règles de constitution des communes nouvelles soient clarifiées. Parce que tel qu'il est aujourd'hui, et les maires de l'Indre ici présents m'ont demandé de rappeler cet élément, il se peut que mécaniquement, des communes se trouvent donc de force intégrées dans une commune nouvelle sans l'avoir voulu. Sur la taxe professionnelle, en une phrase, il faut être mécano avec bac plus 15 pour comprendre comment les choses fonctionnent. Moi, il y a un truc que j'ai compris, et je suis content, Monsieur le Premier ministre, de vous l'avoir entendu dire à l'instant, c'est que la notion de péréquation, c'est quelque chose qui est fondamental. Ça a été dit, je suis maire depuis 20 ans, il n'y a pas une année de congrès des maires où j'ai pas entendu parler de péréquation. Donc à un moment donné, il faudrait passer à l'acte avec un processus clair qui nous garantisse cette forme de péréquation. Et puis, vous avez parlé de climat de confiance. Le climat de confiance, il est conséquent de la méthode que l'on utilise. Et je peux vous dire, Monsieur le Président, que les élus ont été profondément choqués avec la réforme de la carte judiciaire. Ça laisse des traces. Cette réforme a été menée sans écoute des élus, sans écoute des professionnels, et aujourd'hui, il y en a des séquelles. Alors, je suis d'accord avec vous, il faut faire avancer, il faut aller vite, mais parfois il faut prendre le temps de la méthode. Un mot sur les assises des territoires ruraux. On nous presse, mais sincèrement, on n'est pas à la semaine, quoi. Il faut quelques semaines de plus pour travailler. J'ai reçu la convocation de ma sous-préfète hier, pour une réunion hier. Et il reste 2 jours pour organiser ces rencontres. C'est mécaniquement pas possible. Alors, on a vécu il n'y a pas si longtemps les assises des territoires ruraux. Ça a été un flop. Il faut pas recommencer. Donc, à un moment donné, il faut le temps de s'organiser. Et puis enfin, il y a la notion aussi qui nous est à laquelle nous sommes très attachés, c'est celle du respect des élus. Et je peux vous dire que du respect des élus. Et je peux vous dire qu'un certain nombre d'entre nous sont choqués quand on entend dire les élus sont trop nombreux et ils coûtent trop cher. C'est catastrophique. Ça démobilise, ça décourage et ça met en colère. Les élus ne sont pas trop nombreux. Heureusement qu'il y en a.
Et plutôt que de les diminuer, il faudrait regarder du côté du cumul des mandats. Là, il y a effectivement un gros travail de toilettage à faire. Je suis pas pour le mandat unique, mais il y a le fait d'être à la fois président de département et en même temps parlementaire, aujourd'hui, à mon sens, c'est anachronique. Voilà. Et alors, pour finir, donc effectivement, le respect des... Non, mais je comprends que ça dérange, mais c'est la réalité. On peut pas être au four et au moulin, monsieur le maire, sénateur de Marseille. Et enfin, donc, le respect des élus, c'est aussi le respect de la parole donnée. Et je pense à la charte des services publics qui a été remaniée. Là aussi, si vous voulez, on a quand même une expérience d'un document qui a été signé par les grands opérateurs et par l'État et dont les principaux se sont assis dessus dès le lendemain matin de la signature. Donc, c'est le rôle de l'État que de garantir la réalité et l'application de cette charte des services publics. Voilà. Et puis l'année dernière, vous étiez venu au Congrès, je vous avais écouté avec beaucoup d'attention. Vous aviez dit que l'écart des dotations n'était pas acceptable. Je vous rappelle simplement que voilà, comme je n'ai pas la mémoire des chiffres, voilà, une dotation DGF pour la commune, le premier seuil c'est 64,17 € et pour une agglo c'est 128,35 €. D'ailleurs, il y a vraiment une grosse disparité. Voilà. Et puis j'en conclus parce que d'autres veulent parler. Mais je parle au nom des maires ruraux, on est nombreux. C'est sur la chance que représentent les territoires ruraux. Nous ne sommes pas dans un dispositif de coopération décentralisée avec les territoires ruraux. Nous avons notre place. C'est une grande chance pour le pays. Je vous demande simplement de ne pas l'oublier. Merci. Merci, Monsieur le Président. J'attache beaucoup de prix à ce que vous avez dit. Je me reconnais dans bien de vos remarques. Quelques réponses. Vous me dites qu'il faut bac plus 15 pour comprendre la réforme de la taxe professionnelle qu'on fait. Il faut bac plus combien pour comprendre la taxe professionnelle d'aujourd'hui? Ok, d'accord. Hein? Parce que je veux bien être responsable de beaucoup de choses, mais enfin, ne venez pas me reprocher de faire une réforme parce qu'elle est trop compliquée sur un impôt que personne ne comprend. Hein? Et je mettrai pas bac plus 15, moi. Hein? Et je suis pas moi-même bac plus 15. J'arrive à comprendre ce qu'on fait. On avait une taxe professionnelle assise sur les investissements alors qu'on a un problème d'investissement. On assied la taxe professionnelle sur deux choses. Les immeubles, le terrain, le foncier. On crée un impôt foncier d'entreprise. Et sur la valeur ajoutée de l'autre. Je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué en la matière. Deuxièmement, sur la méthode, j'accepte ce que vous dites sur la carte judiciaire. Bien sûr que ce qu'on a fait, c'était pas forcément bien fait, qu'il y avait certainement mieux à faire. Mais quand même, la carte judiciaire, elle attendait sa réforme depuis 1958. 1958. Est-ce que vous ne pensez pas, Monsieur le Président, qu'il était temps d'y penser? Depuis 1958, la France était la même? Tout le monde savait qu'il fallait la faire, personne ne la faisait, parce que c'est difficile. Alors sans doute on aurait dû mettre une meilleure forme, et je suis le premier fautif. 1958, 50 ans sans tenir compte des mouvements de population. Mais en revanche, on a fait aussi la réforme de la carte militaire, qui a fait souffrir un certain nombre de territoires. Mais ce qu'on a mis en face, c'est quand même extraordinaire. C'est la première fois que l'État vous redonne, à vous, communes, des territoires pour le franc symbolique en vous associant au résultat de l'opération, plutôt que vous condamner à avoir des friches en pleine ville ou dans des territoires. Jamais ça s'est fait. Sur la carte hospitalière, on peut en parler aussi, la communauté hospitalière de territoire. C'est la première fois qu'un gouvernement accepte l'idée qu'il peut y avoir un même hôpital sur plusieurs emplacements. Sur les communautés de brigades de gendarmerie, réforme que j'ai moi-même conduite, ça s'est quand même pas si mal passé, alors même que tout le monde en avait peur. Donc vous avez été très vigilant sur la réforme de la carte judiciaire qui s'est pas bien faite, puis vous n'avez pas dit un mot sur les autres. Eh oui, c'était la première, il a fallu qu'on se fasse la main. Ah. Troisième chose, sur le délai supplémentaire que vous demandez pour les assises des territoires ruraux, je suis tout à fait d'accord. Et puis c'est très agaçant, moi aussi j'en ai reçu dans ma vie.
recevoir une lettre de son sous-préfet ou de son préfet qui vous invite pour la veille, ça se fait pas. Voilà. Bon. Et je suis sûr que Michel va voir ça. On n'est pas à la semaine près. Vous avez parfaitement raison. Il faut trouver un équilibre. Et je vous en donne bien volontiers acte. Sur les élus trop nombreux, mais c'est pas nous qui avons dit ça. Mais vous lisez la presse quand même. On doit lire les mêmes journaux, non? Ah bon, très bien. Oui. Comme vous êtes optimiste. Ah, vous trouvez qu'elle répète ce que je dis? Ah bon. Non, mais, enfin, écoutez, les partisans du mandat unique, je voudrais dire que ça passe par une augmentation considérable du nombre d'élus. Ben, bien sûr. Si vous faites, bien sûr. Si on est pour le mandat unique, on est pour l'augmentation du nombre d'élus. Ça, c'est parfaitement exact. Il n'y a pas d'autre solution possible. Bon, moi, je ne fais pas de la réduction du nombre d'élus l'alpha et l'oméga, je ne m'en cache pas non plus. Vous savez, quand il y a eu la réforme qui a porté le nombre de députés à 577, je ne suis pas persuadé que c'était la réforme la plus populaire en France. Je ne suis pas persuadé. Faisons attention aussi. Je n'accepterai pas qu'on attaque les élus, c'est mon devoir de les défendre. Je l'ai été toute ma vie. Mais soyons lucides. Regardons les choses. Hein, les gens ont parfaitement compris. Vous savez, l'État a supprimé, a fait de 1 sur 2. Nous avons supprimé cette année 35 000 emplois dans la fonction publique nationale. Hein? Au niveau territorial, on a créé 38 000. Vous croyez que les Français accepteront longtemps cela? Est-ce que vous le pensez vraiment? Est-ce que vous croyez, quand on calcule les déficits de la France et les dépenses de la France, on additionne les collectivités, la sécurité sociale et l'État? Et à un moment donné, on aura tous rendez-vous. Vous êtes, je crois, d'une famille politique qui a fait pendant la campagne présidentielle, qui a fait de son thème de la réduction de l'endettement un thème essentiel. C'est bien. Mais la réduction de l'endettement, comment vous le ferez si on continue à augmenter des fonctionnaires au niveau local, sans se préoccuper de la richesse nationale? Et comment on va trouver l'équilibre, monsieur, si le nombre de fonctionnaires diminué par l'État est créé par les collectivités territoriales? Comment on va s'en sortir? Qu'en sera-t-il? Et à un moment donné, il va bien falloir qu'on se retrouve tous, parce que le contribuable, c'est le même. Il est à la fois contribuable local et contribuable national. Ses ressources n'augmentent pas. Quand je vois aujourd'hui les régions et la folie fiscale qui s'est emparée d'un certain nombre de régions, je me dis, il faut faire attention quand même. Il faut faire attention. Parce que c'est la compétitivité de la France. Dire cela, c'est pas mettre tous les élus dans le même sac. C'est regarder une réalité. Et nous avons l'intention, avec le Premier ministre, d'organiser une conférence nationale pour parler du déficit de la France. Il faudra bien que les responsables des sécurités sociales, ceux des collectivités territoriales et ceux de l'État parlent ensemble. Il ne peut pas y avoir les uns qui doivent faire des économies. Moi, j'ai promis pendant la campagne qu'on ne remplacerait pas un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite. Mais si vous, les collectivités territoriales, vous en créez un de plus sur 2, comment on peut s'en sortir? C'est le même pays. Enfin, oui. Est-ce que vous voulez, prenez la parole? Moi, je ne choisis pas, parce qu'après... Allez-y, mais donnez les micros. Il y a une dame qui veut absolument la parole. Monsieur le Président, oui. J'interviens au nom de la Fédération des villes moyennes, en l'absence de Bruno Bourbrock, son président. Les villes moyennes centres, qui ont une fonction d'équilibre entre l'urbain et le rural, attendent du texte qu'il améliore les questions de gouvernance de l'intercommunalité. Le projet de loi tel qu'il est rédigé aujourd'hui nous convient, car il garantit à chaque commune, même à la plus petite d'entre elles, une voix. Il ne permet pas qu'une commune, d'autre part, détienne plus de 50% des voix. Toutefois, parce que les conseillers communautaires vont être élus par automatisme, par fléchage sur les listes, les villes moyennes centres vous demandent de bien vouloir confirmer le principe de base de la démocratie, selon lequel le poids démographique des communes soit effectivement pris en compte dans la composition des conseils communautaires. Merci. Bon, ce qu'on a prévu, c'est que chaque commune, même petite, ait un poste. Sinon, il n'y a pas de respect du principe communal. Et on a prévu que, quelle que soit sa taille, la commune centre ne puisse pas bénéficier de plus de 50% des sièges. Bon.
Alors, Jacques Pélissard nous dit, si toutes les communes sont d'accord pour une autre organisation, est-ce que vous êtes d'accord pour laisser de la liberté? Le Premier ministre a dit à l'Association des maires l'autre jour que le gouvernement est ouvert sur cette possibilité. Caroline Cailleux, on le mettra donc dans le texte, hein, on est bien d'accord, nous, on dit. La plus petite commune a droit à une voix. La plus grosse ne peut pas avoir plus de 50%. Mais, si vous arrivez à un système différent par l'unanimité, on est d'accord. Est-ce que ça me paraît assez clair? Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Françoise Gattel, maire de Châteaugiron et présidente de l'Association des maires d'Ille-et-Vilaine. Vous avez mimé, Monsieur le Président, avec beaucoup d'efficacité tout à l'heure, notre rôle de maire, parce qu'effectivement, nous sommes souvent à la manœuvre et à la barre, et parfois au fond de la mine, et nous avons parfois l'impression de ramer au quotidien. Mais je crois que nous sommes les uns et les autres très fiers de servir la République. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous qui viennent aujourd'hui pour la première fois à l'Élysée, nous pensons à nos collègues qui n'ont pas pu venir, mais nous pensons aussi à tous nos concitoyens. Alors, Monsieur le Président de la République, je serai bref. Nous ne sommes pas effectivement, vous l'avez dit, des astérix, rebelles à toute réforme. Nous ressemblons plutôt les uns et les autres à Saint Thomas, c'est-à-dire que nous croyons ce que nous voyons. Alors, Monsieur le Premier ministre et Madame Lagarde nous ont donné l'impression de nous écouter au Congrès. Donc voilà, les choses progressent. Maintenant, nous avons le souhait d'être écoutés ou entendus et de le vérifier comme les Saint Thomas que nous sommes. Et je pense effectivement, Monsieur le Président, que les simulations que nous demandons et que l'AMF demande sont nécessaires parce qu'il n'y a pas que les présidents des associations des maires qui doivent comprendre ou avoir confiance, mais nous devons aussi expliquer à nos concitoyens, à nos collègues élus, les subtilités de l'exercice et que nous n'avons pas à craindre de cette réforme. Donc pour avoir confiance, nous avons besoin de ces simulations, de la clause de revoyure que vous évoquiez, parce que je pense, Monsieur le Président, il y a un sujet que vous avez un peu évoqué ce matin, mais qui est au cœur de nos préoccupations, c'est la relance économique. Et je pense que toutes nos communes ont fait des efforts importants en 2009 pour participer au plan de relance. Et s'il y a des doutes chez les élus locaux, moi je crains que le doute ne cultive la crainte et la prudence et que nous ne soyons que trop calmes sur le programme d'investissement 2010 alors que la crise n'est pas finie. Donc merci pour les simulations, merci pour la clause de revoyure, Monsieur le Président. Et voilà, comme Saint Thomas, je vous confirme, nous attendrons pour savoir si nous sommes écoutés. Merci. Vous savez, c'est tellement réjouissant d'entendre dire quelqu'un qui dit j'attends de voir. Il y en a tellement qui protestent avant même d'avoir entendu. Bon. C'est déjà un progrès considérable. Vous me donnez un dynamisme et un optimisme fantastique. Bon. Mais le Premier ministre a annoncé quelque chose, je crois, de très important, c'est qu'il a dit qu'on recommencerait en 2010 pour le FCTVA, ce qu'on a fait en 2009. C'est quand même un système qui a fonctionné, qui a marché. Depuis que je suis élu, j'entends parler du problème du FCTVA. Je crois que ce qu'on a trouvé pour 2009, de rembourser 2 années en une, c'est une bonne chose. On poursuit en 2010. C'est quand même un gain de trésorerie fantastique pour vous, qui va vous permettre de soutenir la relance. Pour le reste, vous savez, on donnerait des évaluations, des simulations, personne ne les croirait. Ce que croiront les élus, c'est lorsque le TPG leur adressera le montant exact des recettes dont ils disposeront. Et c'est pour ça que la clause de revoyure, avec l'engagement de compenser pour les communes qui auraient moins, c'est la seule garantie que je peux vraiment vous donner, Saint Thomas. Bien. Monsieur le Président, Gilbert Boucher, maire de Tain-l'Hermitage dans le département de la Drôme. Je voudrais d'abord remercier et féliciter votre Premier ministre lors du Congrès des maires, parce que lorsqu'il est arrivé, c'était pas si simple. Félicitations. Tout simplement, j'ai assisté lundi à un congrès exceptionnel, l'ADF, où je suis conseiller général aussi, où on a beaucoup bronqué sur le gouvernement.
En ce qui nous concerne, le département de la Drôme et bien d'autres départements également, on nous dit que 2010, eh bien toutes les demandes de subventions pour les investissements sont gelées parce que on ne sait pas où on va, etc. par rapport aux communes. Qu'en est-il? Et je voudrais également rajouter que les conseillers généraux, bon, c'est difficile donc à dire, mais beaucoup sont un petit peu contre cette réforme. Et moi, je vous suis bien évidemment petit maire de Tel-Hermitage dans cette réforme. Merci. Vous savez, je le dis devant les présidents d'associations, il a existé des associations d'élus quand les gouvernements étaient de gauche ou quand les gouvernements étaient de droite. Et toujours, les formations politiques républicaines ont eu la sagesse de considérer qu'il fallait faire preuve de tolérance et d'honnêteté pour garder l'unité de ces associations. Je suis désolé qu'un mouvement sectaire et politicien brise le consensus nécessaire de ces associations d'élus. La force des associations d'élus, c'est qu'il y ait des socialistes, des UMP, des Modem, des non-inscrits, des Verts, des communistes, et qu'ensemble, ils trouvent le moyen de s'écouter pour porter des revendications qui ne sont pas des revendications politiciennes. Et ils sont beaucoup plus forts. Et c'est une grande erreur du Parti socialiste et de ses dirigeants actuels d'avoir voulu faire du congrès de l'Association des maires une tribune politique. On affaiblit l'Association des maires en agissant ici. D'ailleurs, j'ai tenu moi-même à inviter tous les bureaux des associations des maires départementaux et naturellement avec les élus de l'opposition. Je suis le président de la République de tout le monde. C'est mon devoir d'entendre. Et quand je vois qu'un parti démocratique et républicain appelle au boycott de quoi? D'une réunion avec le président de la République élu par l'ensemble des Français. Alors comment peut-on travailler? Comment peut-on avancer? Vous-même, quand vous êtes élu maire, vous êtes élu de toute la population. Et vous devez être au service des gens qui ont voté pour vous comme de ceux qui n'ont pas voté pour vous. Ce sont des méthodes qui sont condamnées par les Français. Le Premier ministre a été excellent au Congrès des maires, mais j'étais vraiment gêné pour ceux qui le sifflaient. Parce que quelle image donnait-il de la démocratie locale? Quelle image donnait-il des maires qui doivent être des femmes et des hommes de raison, qui apaisent les passions et les tensions dans leur commune? Il y a des congrès de militants, je n'ai rien contre, j'ai toujours été un militant dans ma vie. Il y a le congrès des partis politiques. Le congrès de l'association des maires n'est pas un congrès de partis politiques. C'est pour ça que Jacques Pélissard, il travaille avec M. Léniel. Et la place de M. Léniel aurait été d'être ici. Comme si moi j'avais été dans l'opposition, je serais venu ici parce que être invité par le président de la République, c'est être invité par la communauté nationale. Et je dis d'ailleurs à ceux qui sont ici, je le dis à mon interlocuteur d'il y a quelques instants, il n'a pas renié ses convictions en venant ici. Il est venu libre, il repartira libre, et j'étais très heureux de le recevoir et de le considérer. Non mais, je vous assure, j'ai voulu... Non mais, je vous assure, je vous demande d'y réfléchir, tous. Ne laissez pas vos associations entraîner vers l'extrémisme et le sectarisme politique. La France y a tout à faire. La France y a tout à faire. Et, avec le Premier ministre d'ailleurs, nous disons même aux élus de la majorité, ne cédez pas à la tentation de quitter les associations et d'en faire une. Alors on va avoir une association de droite, une association de gauche et puis une association du centre. C'est ridicule. Ce sont des comportements d'un autre temps. Mais vous savez, il ne faut pas s'énerver avec ça. Hein, c'est l'arroseur arrosé. Voilà, c'est tout. Ça s'est retourné contre eux. Je ne m'en réjouis pas. Je dis que c'est pas comme ça qu'on dirige un grand pays moderne. Ce n'est pas comme ça. La tolérance doit être une vertu française. Et la tolérance et l'ouverture, ça fait partie de notre identité nationale. Et donc, tous ici, vous êtes les bienvenus, quelles que soient par ailleurs vos sensibilités politiques. Oui, Monsieur le Président. Gérard Tardy, maire de Lorette, et je dirais à la fois trésorier adjoint de l'Association des petites villes de France.
Pour répondre peut-être d'abord à ce que vous venez de dire, Monsieur le Président, nous avions au Conseil d'administration mardi. Cette question d'être présent ou pas présent à votre invitation a été abordée. Je peux vous dire que Martin Malvy, notre président national, qui fait fonctionner cette association dans un pluralisme intégral, a simplement dit qu'il fallait y être. Donc je suis là et je peux vous dire, Monsieur le Président, que évidemment j'aurai énormément de choses à vous dire. Mais je vais rester le plus concis possible. Permettez-moi quand même de vous donner un avis sur le fait qu'Anvers est devenu le premier port de France. J'ai été pendant de très nombreuses années président national des transports en location à la FNTR. Il faudrait, je pense, que vous preniez le mal à la racine. Tant que vous n'aurez pas résolu le problème des dockers français, eh bien, les marchandises iront à Anvers. Désolé, il est résolu. Il est résolu, le Parlement a voté le texte, il est résolu. Voilà. Pas simplement le problème des dockers, allons-y, puisque vous êtes un spécialiste, le problème des grutiers aussi. Tout à fait. Alors, Monsieur le Président, maintenant, en tant que maire et en tant que représentant à la PVF de la Commission des villes périurbaines, je voudrais quand même vous faire part de mon sentiment de grande inquiétude avec le statut que pourrait approuver le législateur des métropoles. Nous sommes un tissu à la PVF, soit de maires représentant des communes centres, soit de maires représentant les communes périurbaines. Et nous savons bien que dans ce texte tel qu'il a été présenté, et je parle du projet bien sûr, d'ailleurs Monsieur le Premier ministre s'en est exprimé suffisamment au Congrès des maires mardi soir, mais on est bien obligé, Monsieur le Président, de se fier à un texte écrit. Donc ce texte écrit est quand même très dangereux pour les villes périurbaines, parce que nous disparaissons. Alors j'ai beaucoup aimé quand vous avez dit que vous étiez très attaché à la commune, et là vous avez un fidèle défenseur. D'ailleurs je rejoins les écrits de Monsieur de Tocqueville à une certaine époque, qui disait supprimer la commune, vous n'aurez plus de citoyens, vous serez que des administrés. Et aujourd'hui, qu'est-ce que représentent nos communes périurbaines dans ces grands ensembles que vous voulez créer, soit avec les métropoles, soit avec les villes nouvelles? Ça représente des lieux de vie, ça représente des lieux de convivialité, des lieux où la citoyenneté existe encore un tout petit peu, Monsieur le Président. Parce que vous savez bien qu'un des grands malaises de notre pays, c'est de voir qu'on est devenu des administrés assistés et non plus des citoyens qui avons envie de défendre un territoire républicain et laïque. J'insiste sur le mot laïque. Donc j'aimerais avoir plus de précision de votre part. Qu'est-ce qu'on va devenir? Car ça, vous l'avez pas dit. Vous avez dit qu'il faut sauver les communes. Très bien. Alors là, j'associe, j'applaudis, même avec 4 bras si je pouvais. Par contre, dans les métropoles, nous disparaissons. Et c'est ça qui va pas, Monsieur le Président. Je voudrais pas qu'on soit toujours en train, en France, d'être dans l'hypocrisie du discours. Merci. Merci. Brice. Oui, d'abord, précisément, Monsieur le Président et Monsieur le maire, les métropoles, c'est très symbolique. C'est symbolique de la volonté d'écoute et de dialogue. Au départ, ce qui avait été envisagé, c'était un nombre fixé, préfixé de métropoles qui aurait en quelque sorte été imposé. Cette idée, à la suite de la rencontre avec les associations, et notamment l'association des maires de France, l'association des maires de grandes villes qui sont directement concernés, on est reparti sur d'autres bases qui supposent le volontariat. Premier élément. Deuxième élément, très important et qui répond très directement à votre question, c'est qu'en réalité, il y avait le choix entre la collectivité ou l'établissement public. Ce qui a été retenu, et notamment sur la proposition et sur la suggestion de l'Association des maires de France, c'est l'orientation vers un EPCI. Donc ça devrait vous rassurer. Troisième élément, il n'est pas question, vous n'avez pas employé le mot, mais la réalité de votre propos et de votre pensée, c'était celui-là. C'était la crainte de la vassalisation des communes, membres des métropoles ou des pôles métropolitains. D'ailleurs, on aurait pu l'étendre. Eh bien, je peux vous répondre très directement, ça ne sera pas le cas, précisément parce que l'EPCI, ce n'est pas la disparition de la commune, et puis les communes pourront bénéficier toujours d'un certain nombre de domaines dans lesquels il pourrait y avoir des gestions déléguées. Ça peut être le cas, par exemple, pour les écoles maternelles, et ainsi de suite. Donc, 1, c'est le volontariat, 2, c'est pas une collectivité, 3, c'est un EPCI à la demande de vos associations, 4, il pourra toujours y avoir des compétences déléguées. Merci.
Monsieur le Président, Martial Sadier, député maire de Bonneville en Haute-Savoie et ancien président des élus de la montagne. Merci pour votre invitation et merci de votre intervention. Je suis élu d'un territoire de montagne, un territoire frontalier et un territoire touristique. Et je soutiens cette réforme. Je la soutiens aussi au-delà du texte parce que tous les jours, comme d'autres dans cette salle, je travaille avec des collectivités territoriales européennes qui, avant nous, ont su évoluer et ces réformes dans les autres pays européens ont bien rendu ces collectivités territoriales plus fortes. Monsieur le Président, vous avez, et je vous en remercie également, rappelé qu'il ne fallait pas opposer le monde de la ville au monde de la campagne. Je voudrais vous interroger sur un point précis du texte à l'article 16. Le texte, en l'état, prévoit qu'il faudrait au minimum 5000 habitants pour créer un établissement public de coopération intercommunale. La richesse et la diversité de nos territoires fait, entre autres, des atouts de la France. Nous sommes la première destination touristique au monde. Pouvons-nous compter sur une certaine souplesse dans l'application de ces seuils? Je rappelle que certaines communes de France, Monsieur le Président, ont 1500 habitants permanents alors qu'elles ont 50 000 lits touristiques, voire plus. Donc, est-ce que nous pouvons compter qu'aux sorties de l'Assemblée nationale et du Sénat, que ce texte puisse avoir un certain nombre de coefficients d'adaptation pour les territoires de la montagne, les territoires du littoral, les territoires ruraux et l'ensemble des territoires frontaliers? Oui, le seuil de 5000 habitants tel qu'il est mis dans le texte, un souhait, c'est pas une obligation, et donc on est parfaitement conscient qu'il y a un certain nombre de territoires, notamment la montagne, où ce seuil ne doit pas être fixé obligatoirement et qu'il faille des adaptations. La réponse est très claire. S'il vous plaît. Monsieur le Président. Allez-y. Monsieur le Président, je suis sur votre droite, pour une fois, entre guillemets. Vous êtes quand même à la gauche de la salle, hein? Non, on est toujours à la droite ou à la gauche de quelqu'un, ou on est toujours le pauvre ou le riche de quelqu'un. Moi, je voudrais simplement vous dire que voilà qui est sage. Je suis maire d'une commune qui n'est pas très riche, dont les habitants ne sont pas très riches. Elle s'appelle Fleury-les-Aubrais. Vous connaissez la gare des Aubrais. Bien voilà, derrière la gare, il y a une ville et il y a un maire et un conseil municipal. Donc nous faisons partie d'une ville qui est très bien garnie, entre guillemets, de logements sociaux. Et dans ces quartiers, j'y vais souvent. J'adore les habitants qui y vivent. Pour autant, donc plus de 30% de logements sociaux, donc pas concernés par le texte des 20%. Pour autant, nous bénéficions, comme je crois environ 890 ou 900 villes, de la DSU-CS. Et donc, nous avons appris depuis 1 ou 2 ans que cette dotation, qui est une dotation de solidarité dont nous avons énormément besoin, c'est quasiment indispensable pour nous. J'ai failli, parce que j'ai le numéro 487 dans la liste, et on en supprimait la moitié, donc il faisait environ 450. Donc là, je serais très très mal avec mon budget si je devais augmenter les impôts simplement parce que cette dotation dont j'ai besoin par rapport aux spécificités de ma population, d'une grande partie de ma population, dont j'aimerais être rassuré. Vous qui avez parlé de péréquation, de solidarité tout à l'heure, nous avons bien entendu. Eh bien, simplement être certain que je puisse encore continuer à compter pour rendre le service aux citoyens en tant que maire de leur ville. Merci à vous. C'est Éric Woerth qui veut répondre. Je crois qu'il faut regarder à nouveau probablement cela. Il y a eu un débat à l'Assemblée sur la DSU qui était un débat, je pense, qui est allé jusqu'au bout des choses, mais probablement, comme toujours, dans les effets de seuil, il y a des questions. On avait rajouté l'année dernière 70 millions d'euros au budget de la DSU, c'est-à-dire le budget de la DSU, grosso modo, ça devait être à peu près ce chiffre-là. On l'avait quasiment doublé au profit d'une liste de 150 communes particulièrement considérées comme en difficulté. Le gouvernement est revenu à l'Assemblée en disant on garde en réalité cette liste et en même temps on indexe de la même manière la partie principale et la partie supplémentaire. L'Assemblée a changé ses critères. Je pense que c'est un débat qui peut avoir lieu devant le Sénat, évidemment. Mais monsieur le maire, vous pouvez nous passer votre demande par écrit que je puisse m'en saisir. Merci. Peut-être une ou deux dernières questions. François Grosdidier, maire d'une ville qui a 70% de logements sociaux, donc je suis tout à fait d'accord avec mon prédécesseur, mais président aussi de la Fédération des maires de Moselle, 735 communes, et je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir autant insisté sur le rôle et l'identité et la nécessité de la conserver
des 36 000 communes, je voudrais que vous nous aidiez à bien faire comprendre aux observateurs et aux technocrates qui parfois jugent sévèrement le nombre des communes que s'il fallait faire par des fonctionnaires territoriaux le travail que font pour des cacahuètes les maires ruraux et les adjoints et totalement bénévolement les conseils municipaux, eh bien, à ce moment-là, la fiscalité locale exploserait vraiment. Mais je voudrais surtout, parce que j'en suis un ardent défenseur, vous poser la question de la taxe carbone. La taxe carbone, elle est fondamentale, elle est vitale, mais elle est difficile à expliquer. Et on l'explique quand on explique bien que chacun se la verra redistribuer de façon égalitaire, mais que chacun la paiera en fonction de ce qu'il pollue. Et s'il y avait encore un point d'incompréhension entre les communes et l'État, c'est que là encore, les communes qui seront contribuables de la taxe carbone avaient été oubliées. Alors, dans son excellent discours, le Premier ministre nous a rassurés en disant que nous ne serions pas oubliés et nous verrions restitués. Mais pas tout à fait comme les autres quand même. C'est-à-dire que les autres payent en fonction de ce qu'ils polluent et sont restitués de façon égalitaire. Les communes paieront en fonction de ce qu'elles polluent et elles seront restituées en fonction de leurs actions pour l'environnement. Et c'est pas ça que je critique, bien au contraire. Simplement, il faut que dans ce système, les communes petites et moyennes, qui n'ont pas le seuil suffisant pour se fixer un agenda 21 ou pour répondre à d'éventuelles exigences très technocratiques, puissent également participer à cette restitution. C'est également un souci des maires, parce que la taxe carbone aussi sera une dépense importante de nos communes dans les exercices à venir. Ce qu'on a prévu, c'est de collecter la taxe carbone, de le mettre dans un fonds dédié, géré par l'ADEME, et l'ADEME, avec ce fonds, financera des équipements d'économie d'énergie dans vos communes. Ça me paraît assez vertueux. On a fait la taxe carbone pour encourager au comportement vertueux des Français. Il ne me semble pas absurde que cet argent prélevé sur les communes au moment de la pollution soit redonné aux communes au moment de l'économie d'énergie. Francis. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, je voudrais apporter un témoignage. Je partage avec vous l'idée que la France a besoin de réformes et faire en sorte que ces réformes se déroulent vite, très vite. Nous avons pris un certain nombre de retards, vous l'avez brillamment exposé. Je rends d'ailleurs hommage au Premier ministre de l'intervention qu'il a faite lors du Congrès des maires, qui n'était pas très simple. Et je voudrais appeler de mes vœux le fait que les élus de la majorité, les maires de la majorité puissent vraiment soutenir votre action et le gouvernement dans cette évolution de notre pays, parce qu'elle est nécessaire, et que la frilosité de certains puisse vraiment s'estomper pour que nous soyons tous derrière vous pour démontrer la confiance et que cette réforme puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Président, je voudrais déjà vous remercier pour votre invitation et vraiment vous dire combien nous pouvons tous apprécier ce débat dans des conditions tout à fait paisibles et sereines sur ce débat très important qui est la réforme des collectivités locales. Vraiment, je tenais à vous le dire. Moi, je voudrais intervenir en tant que maire depuis 20 ans d'une commune rurale de 750 habitants pour dire sur la réforme du seuil à la proportionnelle pour le passage de 3500 habitants à 500 habitants, comme quoi cette disposition est vraiment indispensable et j'y souscris totalement. J'y souscris parce qu'aujourd'hui, nos concitoyens ont de plus en plus peur de se présenter à cause des raturages et à cause des injures écrites qu'on peut retrouver sur les bulletins. Cette disposition évitera aussi le cirque du dépouillement sans fin dans les nuits avec toutes les séquelles que cela procure pendant de nombreuses années. Et ça évitera aussi les problèmes d'absence ou de retournement de majorité en cours de mandat quand un ou deux élus doivent démissionner. Et puis je crois que c'est une disposition, bien évidemment, qui va dans le sens de la parité pour les hommes et femmes, bien évidemment. Mais sur le terrain, et je me dois de vous le dire, on entend encore quelques réticences, une ou deux réticences, et je voudrais que vous nous donniez votre sentiment là-dessus, en particulier celle de la politisation des listes que cela pourrait entraîner, et celle
du risque démocratique, parce que pour se présenter, on sera obligé d'être intégré dans une liste de 9, 11 ou 15 candidats, ce qui est de plus en plus, comme je disais tout à l'heure, difficile, parce que les gens refusent aujourd'hui de s'engager vraiment dans la vie politique dans nos petites communes. Voilà, Monsieur le Président, le sentiment que j'aimerais entendre de votre part. Merci. Écoutez, sur cette affaire de l'abaissement à 500 habitants du seuil de la proportionnelle pour les élections municipales, on a nous-mêmes beaucoup hésité. Si mon souvenir est exact, cela concerne 13 000 communes. 13 000. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? Premièrement, on a voulu mettre un terme à l'affaire du panachage, où c'est notamment le maire qui en prenait plein la figure, pardon de cette expression, parce que le maire est celui qui décide, et au moment du panachage, sur le bulletin de vote, le règlement, c'est lui qu'on raye, ses règlements de compte, il a refusé un permis, il a refusé une autorisation. Je ne suis pas sûr que cette pratique soit un haut lieu de la démocratie. Bon. Deuxièmement, j'ai lu vraiment des choses absurdes dans lesquelles on disait qu'avec notre réforme, on tuait la parité. Mais c'est tout le contraire. C'est 40 000 femmes de plus qu'il faut trouver avec cette liste. Je vois bien que ça peut poser des problèmes aussi. Parce que dans un village où il y a 15 candidats à trouver sur une liste, il faut trouver 7 ou 8 femmes décidées à y aller, ça ne vous simplifie pas la constitution des listes. Bon, on sera attentif, Gérard, à la discussion au Sénat. Moi, je crois quand même que c'est un progrès, même si je sais que ça partage un certain nombre d'entre vous. Mais cette idée où les soirs où on dépouillait, le maire faisait l'objet d'injures sur le bulletin de vote, de rayures, qu'il fallait calculer, que bien souvent, c'est d'ailleurs le conseil municipal qui a pris le moins de responsabilités, qui fait le meilleur score, va après diriger ton conseil municipal avec une affaire. Oui, enfin, écoutez, c'est la vérité. Hein. Bon, donc on sera attentif à vos propositions, mais nous, il nous semble que c'est un progrès. Monsieur le Président, légèrement à votre droite, oui. Géographiquement. Monsieur le Président, Pélusi, le président de l'Association des maires des Vosges. Vous nous avez présenté un certain nombre de choses ce matin. Vous pensez que les mouvements de manifestation de certains élus sont contre les réformes. Je pense que ce n'est pas tout à fait le cas. Je vais vous dire 2-3 choses qui sont très concrètes, puisque vous nous avez fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui. Quand il y a eu la suppression de l'école le samedi matin, nos employés communaux sont partis en vacances fin juin. On n'était pas capable de leur dire sur quelle base leur contrat de travail serait rediscuté. Quand ils sont arrivés à la rentrée du mois de septembre, il y a certains fonctionnaires qui ont vu leur durée de travail réduite sans respecter le temps de concertation qui, normalement, est nécessaire à un employeur vis-à-vis d'un employé, et ce, qu'il soit public ou qu'il soit privé. Ce sont ce genre de petits détails qui fait que nous sommes assez crispés sur le déroulement des choses. Nous avons eu la même chose pour le service minimum d'accueil, où je me rappelle être convoqué par Monsieur le Préfet pour mettre en place le service le jeudi, et on était le mardi, et il nous manquait des textes. Donc, il y a certains élus qui sont contre les réformes et qui seront contre toute forme de réforme. Ceux-là, eh bien, laissons-les pour ce qu'ils sont. Pour les autres, s'il vous plaît, laissez-nous le temps réglementaire de nous organiser et le temps de respecter les gens qui sont au service du public, non pas les élus, mais les fonctionnaires, nos fonctionnaires de nos communes. Je pense que c'est très important. On a parlé des assises de la ruralité. On vient d'être convoqué dans les préfectures pour mettre en place les assises de la ruralité. La première chose qu'on nous a dite, c'est les départements doivent rendre le 3 décembre leur rapport. Pour les régions, le rendre le 10 parce que les synthèses doivent être rendues à Paris pour une date qui est assez courte. Nous n'avons pas le temps de nous réunir. Nous avons d'autres fonctions. On a parlé de pluralité de mandats. Il y a encore un certain nombre d'élus qui travaillent. Ils ne sont pas tous retraités. Et il y a des disponibilités pour que les élus puissent se rendre disponibles vis-à-vis de leurs employeurs. Là aussi, il y a des dispositions réglementaires. Donc on a besoin de ce temps de respiration. On ne vous demande pas 28 ans, on ne vous demande pas 50 ans, mais laissez-nous quelques jours ou quelques semaines dans vos rétroplanning, ce serait bien. Sur les listes de 500, listes bloquées aux 500, aux habitants, aux communes de 500 habitants, plusieurs maires de l'association départementale des Vosges m'ont fait remonter ce problème de politisation dans les petites communes. Il faut trouver un système pour éviter qu'un seul citoyen
qui veuille juste embêter le maire parce qu'il a des problèmes avec personnel avec ce maire-là, se retrouve au conseil pour faire de l'opposition systématique. Dernier point, vous voulez flécher les conseillers communautaires. Eh bien, vous êtes élus au suffrage universel. Eh bien, fléchons les maires aussi, comme ça on sera élus au suffrage universel et non plus en élection indirecte, puisque nous ne sommes que les représentants des conseillers municipaux et pas élus au suffrage universel. Merci, Monsieur le Président. Attendez. Non, moi j'ai toujours dit, je l'assume, que j'étais contre l'élection au suffrage universel des intercommunalités, parce que c'était la fin de la commune à ce moment-là. Parce que si les deux sont élus au suffrage universel, si les deux sont élus au suffrage universel et qu'il y a des accords, comment on tranche le conflit de souveraineté? Ça, c'est pas possible. Sur les assises de la ruralité, autant pour moi, on va voir avec le Premier ministre et Michel Mercier pour vous donner plus de temps. Un mot sur le service minimum et samedi matin. Moi, je me souviens très bien du congrès de l'année dernière où on avait aussi été un peu sifflé, en tout cas au début, et puis applaudi à la fin. Sur l'affaire, souvenez-vous, du service minimum d'accueil. On avait dit une chose avec le Premier ministre, et je la pense profondément. C'est pas du tout le même principe qu'un maire d'une petite commune dise au préfet « j'ai pas matériellement la possibilité d'organiser un système d'accueil parce qu'il n'y a personne dans la commune qui est disponible », que le maire de la capitale de la France qui dit « j'appliquerai pas la loi républicaine ». Si le maire de la capitale de la France dit « j'appliquerai pas la loi républicaine », il doit être déféré devant les tribunaux, ce qui a été fait devant le tribunal administratif, il a été condamné. Et depuis, d'ailleurs, le service d'accueil se fait à Paris, plus personne n'en entend parler. Et le maire d'une petite commune des Vosges, d'ailleurs, qui, avec la meilleure volonté du monde, n'a pas les moyens de trouver la personne qui a 2 heures, un jour toutes les morts de pape, pour faire le service d'accueil. Vous voyez, on essaye aussi de s'adapter. Alors, le samedi matin. Oui, mais comprenez aussi, monsieur le maire, quelque chose, monsieur le président. C'est déjà difficile de faire passer des réformes en France, mais si on doit attendre que tout le monde soit d'accord, qu'est-ce qu'on a fait avec cette affaire de samedi matin? De tous les côtés, il nous revenait que la famille voulait profiter du week-end ensemble. Et que franchement, cette demande que le samedi matin soit rendu au temps de famille, c'était une demande qui était présentée par l'ensemble des familles. Je comprends que ça vous pose des problèmes, mais à un moment donné aussi, il faut décider, faire un changement. Bon, ça fait un peu de tracas au moment de l'adaptation, puis une fois que c'est fait, plus personne ne songe à y revenir. Moi, je me souviens, quand il y a eu le mercredi matin travaillé, ça avait fait tout un problème avec l'Église parce que c'était le jour de la catéchèse. Je me souviens très très bien, j'étais maire à l'époque. Bon, il y a des moments d'adaptation, il faut qu'on soit plus souple, je reçois bien le message, mais comprenez aussi que dans un mandat de 5 ans pour un président de la République, il doit se mettre au travail à la première minute jusqu'à la dernière minute. Écoutez, c'est tellement difficile, le temps de prendre les dossiers, de se mettre à jour, de passer les lois au Parlement, de faire la négociation sociale, économique, de trouver les solutions. Le temps que ça s'applique, vous savez, ça passe vite. Et on doit s'adapter, on doit faire les choses. Pardon si parfois on vous donne le sentiment d'aller trop vite, mais si vous saviez comme ce reproche est doux à mon oreille par rapport au sentiment que j'ai depuis 30 ans, qu'il y en a tellement que je vois qui devraient aller plus vite. Bon. Allez, une dernière question, monsieur de Monmouth. Allez-y. Oui, Denis Merville, président de l'Association des maires de Seine-Maritime. Monsieur le Président, merci de votre invitation et de cet échange. C'est une première. Merci d'avoir resitué le contexte de ces réformes. Moi, je voudrais vous dire qu'il y avait effectivement une certaine inquiétude. En tant que président des maires, j'ai fait des réunions. Les maires ont voté, ont pris position sur un nombre de points, et notamment les maires ruraux. Et en réaffirmant ce que vous avez dit, la place des communes et le rôle essentiel des maires ruraux, qui font pour un coût très 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 faible un travail social énorme, je crois qu'il ne faut absolument pas du tout les décourager. Alors je crois qu'avec ce qui a été dit par le Premier ministre l'autre jour au Congrès, avec ce que vous avez dit ce matin, un certain nombre d'avancées ont été obtenues et donc Jacques Pélissard les a rappelées, moi je voudrais quand même appeler notre attention sur la taxe professionnelle. La clause de revoyure, vous avez dit 2010, j'avais cru comprendre que 2010, nous étions sûrs d'avoir ce que nous avions actuellement. Ça veut dire donc que ça devrait être plutôt en 2011, me semble-t-il.
D'autre part, je voudrais appeler sur la péréquation. N'oubliez pas, il faut une péréquation nationale, mais il faut également une péréquation départementale ou interdépartementale, parce que je vois en Seine-Maritime, il y a 600 communes qui touchent tout de même de la taxe professionnelle qui leur vient de grands établissements exceptionnels. Et ça ne me paraît pas choquant qu'elles en bénéficient quand vous acceptez, par exemple, des raffineries. Ça traduit les problèmes d'environnement. Ça traduit également une caractéristique de la population. Merci de ce que vous avez dit pour Le Havre. La ligne ferroviaire et la nécessité donc de l'améliorer, d'avoir un TGV, d'avoir du fret ferroviaire, parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir un grand port et on ne peut pas continuer à avoir Anvers comme premier port desservant donc la France. N'oubliez pas non plus le fluvial. Et je dois dire aujourd'hui que je vois combien des dossiers sont retardés. Certains qui réclament du fluvial sont contre le prolongement de canal. Alors ça, je comprends pas très bien. Je pensais que pour avoir du fluvial, il fallait quand même des canaux. Bon, ceci étant. Non, je voudrais appeler aussi votre attention sur une chose qui n'a pas été dite. Ce sont les dépenses que l'on impose aux communes, aux collectivités, souvent par des textes, je n'ai plus l'honneur d'être député, par des textes législatifs réglementaires. Et je crois qu'on peut freiner un certain nombre de dépenses de façon à ce que nous en ayons moins et qu'ensuite on vous réclame moins de recettes. Je crois j'ai connu l'époque où nous réclamions au comité des finances locales des études d'impact financiers, des textes votés. Je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait quand même imaginer, car très souvent on nous impose des charges, des normes et autres, ça coûte très cher, et je pense que là, l'État aurait un rôle à jouer de façon à les limiter et de façon à ce que nous ayons plus de facilité à équilibrer nos budgets. En tout cas, merci de votre invitation, Monsieur le Président. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. La clause de revoyure de 2010 n'est pas contradictoire avec l'engagement que vous ayez tous en 2010, la même chose que ce que vous aviez en 2009. Au contraire. Mais si on veut préparer 2011, il faut bien qu'on se voit en 2010. Qu'est-ce que vous auriez dit si on avait fixé avec le Premier ministre un rendez-vous en 2011? Il faut cette clause de revoyure pour voir que tout le monde a bien le compte et commencer à préparer 2011. Moi, on excuse parce que le temps passe et je reçois à déjeuner à l'Élysée le nouveau président du Gabon, M. Ali Bongo. Je voudrais, en résumé, vous dire deux, trois choses. D'abord, tous les engagements que nous avons pris, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, la ministre de l'Économie, le ministre du Budget, seront rigoureusement, scrupuleusement respectés. C'est très simple, vous vérifierez. Deuxièmement, je retiens de nos conversations une très grande inquiétude du monde rural qui ne conteste pas le souci de modernisation de la France et d'organisation du fait métropolitain, mais qui ne veut pas être oublié parce qu'il participe à juste titre à la qualité de vie en France, au développement et au potentiel français. Il nous faut inventer une politique de la ruralité et de l'aménagement du territoire du XXIe siècle. J'en suis absolument convaincu, le Premier ministre aussi, le tout dans un contexte extrêmement contraint de finances publiques, mais je retiens quand même cette aspiration. Vous ne voulez pas être les oubliés de la France du XXIe siècle, d'autant plus que vous gagnez en population. Je voudrais remercier Jacques Pélissard et Gérard Larcher d'avoir été là ce matin. Ils joueront tous les deux un rôle essentiel. Mais Jacques, tu as bien compris que dans ces réformes, le niveau communal est protégé, est sanctuarisé, est conforté. Parce qu'à l'arrivée, vous serez les seuls avec la clause de compétence générale. Et vous bénéficierez de recettes fiscales dynamiques. Donc je voudrais quand même que vous intégriez ceci. C'est un choix politique absolument majeur, qui n'allait pas de soi. J'avais, avec le Premier ministre, d'un côté les régionalistes qui ne pensaient qu'à la région, les départementalistes qui ne pensaient qu'au département. Nous avons répondu par la sanctuarisation du fait communal, qui est incontournable. Alors, j'entends bien l'inquiétude dont je tiens compte sur les métropoles, pas de fusion obligatoire, ce qui n'est absolument pas prévu, mais la commune sort renforcée du processus, puisque vous serez les seuls avec la compétence générale. Et vous aurez un conseiller territorial qui représentera à la fois le département et la région. Enfin, dernier point, on va faire la concertation, on va être à l'écoute du Sénat, des associations, et puis on va mettre en place cette réforme territoriale et de la taxe professionnelle,
Et on est tout à fait conscient qu'une réforme de cette importance, il va falloir l'améliorer dans les années qui viennent. Je voudrais absolument faire comprendre et convaincre que le temps n'est plus à la réforme définitive, obligatoire, monolithique, qui s'applique et puis on n'en parle plus pendant un siècle. Écoutez, bon, je parlais très franchement, la loi sur les associations de 1901. Y toucher, c'est comme un drame. Peut-être que depuis plus d'un siècle, il s'est passé quelque chose. Hein? On sanctifie, on diabolise la loi nouvelle, on sanctifie la loi ancienne, et on se prive d'une possibilité moderne d'adaptation permanente dans les sociétés complexes qui sont les nôtres. Et la France meurt de cela, espèce de chape de plomb qui fait des textes de référence absolue dont on ne veut pas bouger une virgule, et en même temps une diabolisation d'un nouveau texte. Et si on inventait une nouvelle forme de réforme, qui serait une réforme importante, comme celle qu'on fait, et puis en se disant, il n'y a pas de honte, 2 ans après, à changer quelque chose qu'on avait prévu puis qu'on a raté. Parce qu'à l'application, ça ne s'est pas vécu comme on l'imaginait. Et c'est en cela que nos associations d'élus doivent rester pluripolitiques, pluripartisanes, pour pouvoir regarder d'un œil objectif, qui n'est pas celui de la gauche ou celui de la droite, mais celui de l'ensemble des élus, sur les propositions que le gouvernement vous fait. Est-ce que je me fais bien comprendre? Et je crois que c'est comme ça qu'on... Et enfin, nous avons tout le chantier de la gestion de votre personnel, du statut de la fonction publique communale, de l'allègement des contrôles sur vous, de la simplification du droit de l'urbanisme, qui est quelque chose d'absolument essentiel à engager, auquel je tiens absolument, qui sera, n'est-ce pas François, l'une des grandes réformes. Ça ne veut pas dire de permettre de faire n'importe quoi, mon Dieu, certainement pas. Mais là, on ne peut plus rien faire du tout. J'ai eu de nombreuses discussions, François le sait bien, parce que ça me passionne avec les architectes dans le cadre du Grand Paris, mais je pense que le beau, c'est pas parce que c'est subjectif le beau que ça doit sortir du débat public. Je pense qu'un pays vivant, c'est un pays qui fait des gestes architecturaux, qui bâtit. Et je ne peux pas me résoudre que les grands gestes architecturaux se passent, quand on parle, dans d'autres capitales européennes, dans d'autres métropoles que chez nous. C'est un signe du dynamisme. L'architecture, c'est un art extrêmement populaire parce que c'est l'un des rares arts dans le monde où il n'y a pas besoin d'acheter un billet, ou d'acheter un livre, ou d'acheter un disque. C'est immédiatement préhensible par toute personne qui se promène dans la rue. Donc, on a tout ça qu'on va faire avancer aussi. Hein. C'est pas le changement pour le changement, la réforme pour la réforme, mais je crois profondément que la France n'est pas une nostalgie, qu'elle aspire à être un pays moderne, à s'adapter aux conditions tout en restant elle-même. Il y avait cette belle phrase de Jaurès, c'est en allant vers la mer que le fleuve est fidèle à sa source. Il n'y a rien dans lequel je me reconnaisse moins que la notion de retour aux sources. Est-ce qu'on a déjà vu ça? On est fidèle à soi-même en allant vers son avenir. Pas en remontant à une jeunesse idéalisée et perdue. On va tranquillement vers son... La France doit aller tranquillement vers l'avenir. Ce n'est pas une solution de lui proposer de regarder l'avenir avec un rétroviseur. Ça ne peut pas marcher. Hein. Et je suis très heureux de cette rencontre. Je resterai très attentif, je le dis à Gérard comme à Jacques, à tous les projets que nous allons faire pour vous. Et puis je vous remercie de vous être prêtés sans sectarisme les uns les autres à cet exercice de démocratie. Si vous le voulez bien, d'ailleurs moi je le referai bien régulièrement chaque année, pour qu'on puisse se retrouver et dire voilà. Bon, alors, ça ne veut pas dire que je vais vous obliger à venir, mais c'est pas anormal qu'une fois par an, avec le chef de l'État, les maires de toute famille politique puissent avoir, de façon apaisée, un peu longue, une discussion sur ce qui les préoccupe, sur ce qu'ils veulent entendre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller au Congrès des maires. Au Congrès des maires, avec plaisir, mais c'est plus... Non, mais j'y reviendrai. Bon, mais c'est plus le temps du discours, si vous voulez, mais le temps de l'échange, c'est pas tellement simple, avec 6000 personnes dans la salle, vous voyez bien que c'est pas tellement simple. Et si vous vouliez bien qu'on institutionnalise cet échange, même hors contexte de réforme territoriale, moi j'en serais très heureux et je pense que ce serait une reconnaissance due à des gens, les élus locaux, qui font un travail remarquable et dont la France a besoin. Merci à tous.